Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une voix libre exceptionnelle. Les 6 et 13 décembre prochains, nous sommes invités à participer à un scrutin inédit. Nous voterons pour élire la nouvelle Assemblée régionale. Une assemblée qui présidera aux destinées de la nouvelle grande région, issue, vous le savez, du mariage de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes. France 3 Limousin se mobilise pour ce scrutin, notamment en vous proposant 3 débats, un pour chaque département de notre région. Débats réunissant les principales têtes de liste ou chefs de file des partis en lice. Dans cette émission, c'est la Haute-Vienne qui nous intéresse. Quelle sera la place du département au sein de cette nouvelle région, ce mastodonte de 5,7 millions de personnes qui équivaut au Danemark? C'est pour répondre à cette interrogation, entre autres, que vous êtes réunis aujourd'hui. Gérard Vandenbrouck, bonjour. Bonjour. Vous menez la liste PS de Haute-Vienne. Vous êtes également le président sortant d'une région qui n'existera plus, le Limousin, et vous dirigez aussi la métropole de Limoges. Guillaume Guérin, bonjour. Bonjour. Vous menez la liste des Républicains sur le département. Vous êtes également conseiller régional sortant et premier adjoint au maire de Limoges. Christine Marty, bonjour. Bonjour. Vous êtes numéro 2 sur la liste Front National en Haute-Vienne et conseillère municipale à Limoges. Enfin, Stéphane Lajaumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes numéro 2 sur la liste Front de Gauche sur le département et conseiller régional sortant. Merci à tous les 4 d'être sur notre plateau. Je rappelle qu'au moment où nous enregistrons ce débat, le 13 octobre, toutes les listes ne sont pas encore connues ou définitivement constituées. Cette émission est réalisée en collaboration avec notre partenaire France Bleu Limousin. À la fin de cette émission, Enrique Viracampos nous rejoindra pour nous livrer ce qu'il a retenu de vos échanges. On va commencer avec la campagne proprement dite. Je le disais, nous enregistrons cette émission le 13 octobre. Quand vous voyez ce sondage Odoxa pour le Parisien fin septembre, qui dit que 35% des personnes interrogées ne savent pas qu'on vote en décembre, ça vous décourage, Gérard Vandenbrouck? Écoutez, pas du tout. Ça ne me décourage pas du tout. Je me dis simplement que nous avons encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à mener, d'explications, dire ce que nous avons fait, dire ce que nous voulons faire dans les mois et les années qui viennent. C'est un nouveau défi. Alors moi, je vais peut-être corriger tout de suite un aspect de votre présentation. Il y a une région qui n'existera plus, mais pas du tout. Le Limousin, demain, en tant que tel, existera évidemment. La région administrative du Limousin n'existera plus, mais le Pays Basque, que je sache, existe bien. Le Béarn, que je sache, existe bien. Le Périgord aussi. Le Limousin existera demain. Et il sera représenté dans une assemblée régionale extrêmement importante, c'est vrai. Il aura donc une place à jouer. Et il conviendra que les acteurs de ce jeu-là soient des acteurs motivés, travailleurs, qui en veulent et qui portent haut les valeurs du Limousin. Guillaume Guérin, sur le terrain, les électeurs potentiels, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça ne nous intéresse pas, ces régionales? Le sondage du Parisien n'est pas surprenant. On a déjà du mal à faire voter les gens aux élections locales. On le voit aux élections départementales. On le voit là pour ces élections régionales, avec un taux de participation qui est annoncé comme étant très faible. Qu'est-ce que vous pouvez y changer? Nous, en tant que candidats, je crois qu'il faut qu'on fasse de la pédagogie. Là, je rejoins les propos du président sortant, Gérard Vandenbrouck. Il faut qu'on soit présent sur le terrain. Il faut qu'on dise qu'aujourd'hui, la région s'occupe des préoccupations des Français, qu'elle a un vrai pouvoir décisionnaire et que, par conséquent, il faut se mobiliser pour ces élections. Maintenant, entre nous soit dit, vous le savez très bien, ce n'est pas notre réforme. Aujourd'hui, on éloigne le centre de décision du citoyen. Faire voter quelqu'un qui habite à Tersanne ou à Aubusson pour un centre de décision qui se passera à Bordeaux, il y a une vraie interrogation pour l'électeur. Et au-delà de ça, aller chercher des dates d'élection au 6 et 13 décembre, il n'y avait guère que les socialistes français pour inventer un type d'élection pareil, parce qu'on a déjà du mal à les mobiliser au mois de mai. Alors au mois de décembre, franchement, à 15 jours des marchés de Noël, c'était sans doute pas les mêmes. Les Français n'ont pas voté depuis 1965, au mois de décembre, c'était pour élire le général de Gaulle. Stéphane Lajaumont, cette nouvelle grande région, vous y croyez? La grande région telle qu'elle est faite, bien évidemment, non. C'est vrai que vous parliez de mariage, c'est un mariage forcé, un mariage contraint. On a bien vu qu'en 3-4 semaines, le Limousin a été successivement marié avec l'Auvergne, avec le centre, etc. Donc il y a une géométrie qui s'est faite, un découpage qui tient compte de réalités relativement absconses. Effectivement, les centres de décision s'éloignent du Limousin, parce que même si on peut faire un prêche nous expliquant que c'est la meilleure région, la meilleure réforme, qu'il faut jouer notre chance, etc., bien sûr qu'on fait tout ce qu'on peut pour son territoire. Mais la réalité, c'est que le centre de décision démocratique s'éloigne. Et puis le Limousin, c'est 13% de la grande région, c'est 24 élus sur 183, ce qui pose un vrai problème démocratique. Et à ce problème démocratique, il n'y a pas de réponse apportée, si ce n'est de dire que mais si, vous verrez, on est dans une dynamique, on va imposer le Limousin. Je crois qu'à un moment, il va falloir reposer les questions, parce que il y a le fait aussi qu'il y a Bordeaux et que Bordeaux va jouer un rôle de métropole aspirante. Vous craignez un siphonnage par Bordeaux, clairement. C'est évident. On en reparlera, je pense, des directions de l'État qui vont migrer, de disparition d'emplois sur la Haute-Vienne. Voilà. Et un dernier point, si je peux me le permettre, sur la question du faible taux de participation aux élections.
c'est qu'il y a une désespérance politique qui est évidente. On a des politiques de droite et de gauche, avec plein de guillemets, qui se confondent, et donc des électeurs qui se disent ça ne change rien dans notre quotidien. En plus, le chômage continue à augmenter. Effectivement, ça engendre de la désespérance et d'une volonté d'abstention. Donc il faut la combattre, mais elle existe. Christine Marty, vous comptez aller les chercher, ces abstentionnistes, justement ? Écoutez, on y va. On a commencé notre campagne activement, puisqu'on a de plus en plus de militants qui vont sur les marchés. On est allé à la rencontre encore dimanche. Là, effectivement, je confirme, les gens sont un petit peu désespérés. Ils se sentent perdus. Ils ne comprennent pas cette réforme qui nous a été imposée par Bruxelles, qui nous tombe dessus, qui a été demandée par personne, qui n'était même pas au programme, d'ailleurs, de M. Hollande. Donc voilà pourquoi cette réforme. C'est tout simplement pour satisfaire les dictats de Bruxelles, de la Commission européenne, qui, je le rappelle, est constituée de gens non élus. Gérard Van Den Broek, on a le sentiment que vous êtes le seul soldat à défendre cette réforme sur le plateau. D'abord dire que Bruxelles n'a rien à voir dans cette affaire-là, mais rigoureusement rien à voir. Rien à voir. Donc trouvez-moi un seul texte de Bruxelles disons qu'il faut réformer les régions. On va vers un fédéralisme des grandes régions. Je vais rajouter également que cette volonté d'élargir les surfaces des régions était une volonté portée par l'ensemble des partis politiques à un moment donné. Aujourd'hui, certains l'oublient, mais c'est pourtant ainsi. Et je voudrais tout de même rajouter que ce mariage dont on dit qu'il a été contraint, moi, je rappelle simplement qu'on nous a proposé effectivement un certain nombre de mariages possibles et que c'est nous, Région Limousin, c'est nous, Monsieur Lagemont, Région Limousin, qui avons dit nous ne souhaitons pas être mariés avec la région Centre parce que nous n'avons pas suffisamment de points communs, qui avons dit nous pensons qu'effectivement avec Aquitaine, ce serait intéressant à condition qu'il y ait une deuxième région qui vienne contrebalancer du Poitou-Charentes. Et cette région qui se dessine aujourd'hui, c'est la région que nous avons voulu. Et quand vous dites qu'aujourd'hui le poids de Bordeaux sera un point important, je crois simplement qu'il faut rappeler que, contrairement à ce que certains disent, le Limousin ne sera certainement pas l'arrière-pays, comme le dit M. Juppé, de Bordeaux, certainement pas. À moins qu'on parle d'arrière-pays au sens niçois du terme, auquel cas il faut imaginer d'autres conditions de vie. Que le Limousin ne sera pas le terrain de jeu des Bordelais, c'est quelque chose d'extrêmement clair, et que le budget de la région Limousin, et donc demain le budget de la grande région, ne sera pas le budget annexe de Mme Calmels à la mairie de Bordeaux. Il faut que les choses soient extrêmement claires. Nous, pardonnez-moi, mais nous entrons dans la fusion des régions avec l'envie de faire en sorte que ce défi, qui est un défi considérable, plus petite région aujourd'hui, plus grande demain, profite aux Limousins, et au Limousin, avec un X et un S à Limousin, et aux habitants de la région. Guillaume Guérin, ce terme d'arrière-pays d'Alain Juppé, il fait des dégâts, là, actuellement. Est-ce que c'est une maladresse ou Pour revenir à la question de départ, pardonnez-moi, mais on va revenir à la question de départ. Je crois qu'il faut qu'on arrête de commenter la réforme. La réforme, elle a été votée par un Parlement légitimement élu en 2012, une majorité socialiste à l'Assemblée nationale, un président de la République socialiste et à l'époque un Sénat socialiste. Donc c'est factuel. Cette réforme, elle est l'émanation de la volonté du peuple, tout du moins de la volonté de ceux qui ont été élus par le peuple. Nous n'étions pas pour cette réforme, ce n'est pas notre réforme. À l'époque, nous avions proposé la réforme du conseiller territorial, je pense que tout le monde s'en rappelle ici. Ça réduisait le nombre d'élus et ça faisait faire des économies. Aujourd'hui, à l'échelle des 3 parlements régionaux, Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, nous augmentons le nombre d'élus. Les mutations et les mutualisations des moyens ne vont pas faire des économies à la région. Au contraire, il y aura des dépenses supplémentaires. Donc cette réforme, en termes de coûts, coûte plus cher aux Français, compte plus cher aux contribuables, et il n'y a pas de réduction d'élus. Donc ça, c'est pour clarifier les choses en termes de réforme. Après, je n'ai pas à commenter les propos d'Alain Juppé. Aujourd'hui, il y a 12 départements. Il sera en meeting cette semaine pour soutenir Virginie Calmels. Absolument. Il y a 12 départements dans cette grande région aquitaine. Tout le monde le sait. Il y a une métropole importante qui s'appelle Bordeaux, qui draine aujourd'hui tous les flux économiques de l'actuelle région aquitaine. Il y a des agglomérations comme Bayonne-Biarritz qui pèsent un peu plus lourd que l'agglomération de Limoges. Il y a une deuxième ville et une troisième agglo, qui est l'agglo de Limoges, et la ville de Limoges, qui est, elle, est deuxième ville de ce grand ensemble. Il n'y a pas d'arrière-pays. Mais factuellement, dans les faits, tout le monde sait qu'il y aura un tropisme bordelais et que Bordeaux va récupérer naturellement des flux et des directions régionales au détriment des territoires. Mais ça, je crois que M. Lagemont s'exprimera sur le sujet tout à l'heure. C'est pas seulement dans les faits, c'est que la loi MAPAM qui définit le pouvoir des métropoles, il y a un moment, un télescopage qui se fait entre ce que pourraient être les pouvoirs de la région et ceux de la métropole, et qui renforce considérablement ceux de la métropole. Donc l'aspiration par Bordeaux existera, qu'on le veuille ou pas, comme déjà à l'échelle régionale, peut-être par les politiques qui ont été menées par l'exécutif socialiste, on a déjà une aspiration qui se faisait autour de Limoges, aux dépens des zones rurales du Limousin. Sur le plan économique, sur le plan d'aménagement du territoire. Il n'y a qu'à voir les transports en Creuse et on aura des éléments de réponse, par exemple. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. Et à l'échelle de la grande région, et je termine là-dessus, à l'échelle de la grande région, si on a 10 minutes de plus, je ferai toutes les démonstrations nécessaires. On ne les a pas. Et à l'échelle de la grande région,
Parce que la loi le prévoit, la métropole bordelaise va concentrer les pouvoirs, malheureusement. Gérard Van Den Broek, est-ce que le PS peut conserver cette grande région sans les voix du Front de gauche? Écoutez, franchement, ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui, mon problème... Ça va être un problème entre les deux tours. Sans aucun doute. Mais en ce moment, mon problème, c'est de faire en sorte, un, que la réforme soit comprise, et deux, que les électeurs se mobilisent pour défendre le projet des Limousins. Quand j'entends le premier adjoint du maire de Limoges être aussi peu confiant dans la capacité de sa ville à porter un vrai projet, je me dis qu'heureusement qu'il y a l'agglomération, heureusement qu'il y a la métropole pour porter un vrai projet. Et aujourd'hui, porter un projet de développement, non pas contre les autres, en association avec les autres communautés d'agglomération qui existent sur notre territoire du Limousin. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important à mener. Et je me dis, monsieur Lagemont, que lorsque vous évoquez le fait que Limoges aura en quelque sorte asséché le territoire régional, vous êtes un élu régional, vous, très présent. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais vous êtes très présent. Et vous suivez attentivement. Et vous avez pu constater, d'une manière très nette, que toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui sont des décisions qui favorisent, et c'est normal, dans ce souci de justice, plutôt le monde rural que le monde urbain. Et que notamment nos interventions auprès du monde rural le plus en difficulté sont bonifiées par rapport au monde urbain. Et ça, je crois qu'il faut le dire, parce que c'est une vérité vraie, vérifiable, sans aucun problème. Stéphane Lagemont, l'union avec le PS entre les deux tours, elle vous paraît possible aujourd'hui? La question est d'abord une question... avec une autonomie peut-être des élus? C'est pas une question arithmétique ou mathématique, c'est une question politique. Oui. La question politique, elle est de savoir si, aujourd'hui... Est-ce que la liste menée par Alain Rousset est une liste qui va renoncer aux politiques d'austérité, qui va renoncer à la compétition entre les territoires? Or, le découpage de la grande région tel qu'il est fait, c'est très simple. Non, ce n'est pas Bruxelles. Par contre, ça correspond à une philosophie il faut construire des régions puissantes dans une Europe puissance au nom de la compétition internationale. Est-ce que oui ou non, vous envisagez d'avoir votre nom à un moment sur une liste, la même que Gérard Van Den Broek? Donc cette question-là, elle s'examinera en temps utile. Sur fond de négociation? Non, c'est pas sur fond de négociation. Sur fond de choix politique, il y a un désaccord. Il y a deux orientations politiques qui existent. Effectivement, nous sommes la liste anti-austérité, nous sommes la liste de défense des territoires ruraux, des services publics, d'un aménagement équilibré du territoire. Et pour l'instant, ce n'est pas la ligne prise par Alain Rousset et par ses représentants, que ce soit en Poitou-Charentes ou en Limousin. Je voudrais, monsieur Lagemont, que vous me donniez quelques exemples de la politique d'austérité que j'ai pu mener à la tête de la région du Limousin. Il n'y a mais c'est pas vous qui la menez, vous la subissez. Vous la subissez en nous disant qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas aujourd'hui une seule décision prise par la région Limousin qui soit marquée par le sceau de l'austérité. Bien sûr que si. Il suffit de prendre les dossiers des deux dernières commissions permanentes de la région Limousin pour voir que des tas de dossiers sont différés au début de l'année prochaine par manque de financement. Monsieur Lagemont, laissez-moi terminer. Pas une demande qui n'a été suivie. Il y a en 6 ans 13 000 demandes d'entreprises. 13 000 demandes d'entreprises qui ont été travaillées, examinées, suivies et auxquelles on a répondu. Et c'est dit, monsieur Van Den Broek. On voit que les choses sont encore tendues entre vous, monsieur Guérin. Voilà, ce qui serait gentil, c'est que ça ne tourne pas à un débat entre monsieur Van Den Broek et monsieur Lagemont. On a l'habitude de Chez vous, l'union est faite, j'ai envie de dire. On le sait, mais ce serait bien qu'il ne reste plus que 36 minutes. Tout le monde puisse parler un peu de politique et de ces élections régionales. Pour revenir sur les attaques de monsieur Van Den Broek au sujet de la ville de Limoges, vous savez, je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Le président de la République s'appelle François Hollande, vous l'avez soutenu en 2012. Le Premier ministre s'appelle actuellement Manuel Valls. Vous avez une majorité à l'Assemblée nationale, c'est votre gouvernement. Aujourd'hui, c'est votre gouvernement qui va décider demain. Je n'ai pas attaqué la ville, monsieur le Premier adjoint. Je n'ai pas attaqué la ville, monsieur le Premier adjoint. Si, vous avez attaqué le Premier adjoint de la ville de Limoges. J'ai dit que le Premier adjoint n'avait pas beaucoup de confiance dans sa possibilité d'action sur la ville. Alors, monsieur le Président de l'Aglo ou monsieur le Président sortant, je ne sais pas comment je dois vous appeler. Comme vous voulez, monsieur Lagemont. Monsieur Van Den Broek, ça va être plus simple. Simplement, sur la ville de Limoges et sur cette réforme territoriale, c'est aujourd'hui votre majorité à l'Assemblée nationale qui va décider demain de l'implantation des directions régionales sur les différents territoires. J'aimerais bien avoir un discours clair de votre part, de la part de M. Rousset, pour dire voilà, à Limoges va rester, je ne sais pas, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, par exemple, une partie de l'INSEE, il va rester une partie de la DRAC, il va rester une antenne du rectorat. Aujourd'hui, nous sommes dans le flou artistique le plus total en ce qui vous concerne. Mais si, M. Van Den Broek, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais non, bien sûr que non, M. Van Den Broek. Sur la DRAF, vous avez un draft préfigurateur en la personne de M. Sinoir, qui est venu expliquer devant les personnels de la DRAF que la DRAF à Limoges serait demain une coquille vide. Et nous sommes montés au créneau avec le maire de Limoges. Je vous sais gré d'être monté également au créneau. Mais un peu tard. Je vous rappelle quand même, M. Van Den Broek, que c'est votre gouvernement et c'est votre majorité à l'Assemblée nationale qui décide. La droite n'est pas au pouvoir. Aujourd'hui, c'est votre majorité qui dispose. J'ai à votre disposition l'ensemble des mails
textos envoyés auprès des ministères bien avant que vous n'interveniez. Vos ministères. Et vous pourrez régler ça une fois l'émission terminée, s'il vous plaît. Et vous avez vu le claqué la résultat porte du débat de la rencontre avec le préfet préfigurateur, ont claqué la porte, puisque l'estimation pour Limousin, c'est quand même de 600 postes supprimés, l'estimation actuelle, et qu'il n'y a aucune garantie. S'il vous plaît, messieurs. Pardonnez-moi, comment vous pouvez dire des choses pareilles? Ce sont des estimations d'organisations syndicales auxquelles je fais confiance. Monsieur Lageauman, 900 fonctionnaires en Limousin, et vous dites que 600 vont partir. Mais s'il vous plaît, messieurs, on va passer aux dossiers régionaux, si vous le permettez, puisque nous parlons des élections régionales, monsieur Van den Broek. Pardonnez-moi, mais je crois que c'est suffisamment important pour qu'on insiste là-dessus. Oui, mais il nous reste 34 minutes d'émission. À la fin de ce qui se passe en termes de réorganisation de l'État, à la fin, la région du Limousin et la ville de Limoges, grâce notamment au système du contentieux du stationnement payant, va être largement excédentaire. Ce n'est pas acté. S'il vous plaît, messieurs, j'aimerais donner la parole à Madame Marty, qui a un temps de retard sur. S'il vous plaît, un peu de calme. Madame Marty, votre objectif, c'est être au second tour dans ces régionales? Ah ben bien sûr. Bien sûr, on voudrait tout à fait être au second tour et on pense qu'on a les moyens d'y arriver, bien sûr, bien évidemment. On va passer au programme justement de ces élections régionales. On va parler des infrastructures et des transports, parce que c'est un gros chapitre de ces élections. La grande vitesse, l'Aquitaine a reçu le feu vert pour la LGV Bordeaux-Dax, Bordeaux-Toulouse. Est-ce que ça enterre la LGV Poitiers-Limoges, Guillaume Guérin? Écoutez, j'espère que non. J'espère que non. Et Virginie Calmels n'a pas l'air très convaincue au conseil municipal de Bordeaux. Ce sont des propos journalistiques. Virginie Calmels, comme Alain Juppé. Je crains que ce projet ne voit jamais le jour. Elle craint que ce projet ne voit jamais le jour et elle a des raisons de le craindre. Parce qu'aujourd'hui, et ça je crois qu'il faut reconnaître ça aux différents exécutifs locaux, qu'ils soient socialistes ou d'une majorité de droite. Aujourd'hui, tous les exécutifs locaux s'accordent à dire que ce projet LGV Limoges-Poitiers est un projet structurant, nécessaire au désenclavement de ce territoire, quels que soient les exécutifs et quelle que soit leur couleur politique. Maintenant, Virginie Calmels, à juste titre, s'interroge de la faisabilité et de l'aspect financier de ce projet. Parce qu'aujourd'hui, un des grands partenaires qui manque au financement de ce projet, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est l'État. Et quand on a un président de la République qui est originaire de la région, corrézien, il doit une partie de son élection à la Corrèze, qui aujourd'hui ne se mobilise pas plus en faveur d'une LGV qui desservirait l'ancienne capitale régionale qu'est Limoges, je trouve ça dommage. Maintenant, aujourd'hui, tous les exécutifs, que ce soit la région, le département de la Haute-Vienne, la ville de Limoges, jusqu'à preuve du contraire, la communauté d'agglomération ne participe pas encore. Ça va peut-être venir. Ah, monsieur, vous vous trompez. Nous finançons... Jusqu'à présent, tous les exécutifs régionaux et locaux, quels qu'ils soient, participent au financement de cette LGV. Maintenant, j'ai une vraie interrogation sur l'État. Parce qu'aujourd'hui, l'État a tendance à abandonner ce territoire et on a des vrais soucis à se poser quant au financement de cette LGV, effectivement. Mais encore une fois, je réaffirme mon soutien plein et entier à cette LGV Limoges-Poitiers. Stéphane Lageauman, la position du front de gauche sur la grande vitesse? Là-dessus, sur ce projet de LGV Limoges-Poitiers, il y a une union sacrée qu'on voit évidente entre l'UMP et le PS. La réalité, c'est que sur les financements, aujourd'hui, il n'y a plus comme financeurs que quelques collectivités de Haute-Vienne, Conseil général, Conseil régional du Limousin actuel et Ville de Limoges. Tous les autres financeurs refusent de mettre au panier. Tous les conseils généraux de Creuse, de l'Indre, tous les conseils généraux n'en veulent plus. L'Europe n'a pas répondu, etc. Au-delà du fait que c'est un projet qui vient s'inscrire en concurrence frontale avec la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et que développer une veut dire tuer l'autre. Et en termes d'aménagement du territoire, cette ligne-là, la LGV, elle n'a une cohérence que dans une logique de métropolisation et de renforcement des relations entre quelques grandes villes. Quand on parle aménagement du territoire, seul le Paris-Orléans-Limoges-Toulouse a du sens. Christine Marty, la position du Front National sur cette LGV? La position du Front National, c'est que nous, on est tout à fait favorable parce que l'instauration de ce barreau permettrait l'irrigation sur 9 départements et on pense que c'est fondamental. On va revoir la géographie de la France. 9 départements, moi je peux vous... Alors du train, on va passer aux avions, car l'émission avance vite. Excusez-moi, madame, permettez-moi tout de même de répondre sur la LGV, parce que je crois que c'est important. La LGV, elle est fondamentale pour le développement économique de notre région. Elle est fondamentale pour l'aménagement de la grande région. Alain Rousset s'est clairement engagé sur la LGV, sur les LGV. Financièrement? Financièrement aussi. Plus pour ne pas voter pour lui. Ça, c'est votre problème. Donc, clairement engagé. Quant aux collectivités qui se seraient désengagées, je ne connais pas de collectivité qui soit désengagée, genre qui ne s'était pas engagée, mais désengagée, non. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que la concurrence frontale avec le POLT, c'est un mythe, il n'y a pas de concurrence. Bien au contraire. Si on veut que le POLT continue et s'arrête à la souterraine, il faut impérativement qu'il y ait la LGV. Et le dernier, avec la LGV Bordeaux-Toulouse, c'est Brive qui devient Le ministère des Transports avait montré qu'il y avait un déséquilibre. Et le dernier point obligé à fermer des allers-retours sur le POLT. Et le dernier point concernant les financements, quand on voit le budget de l'Europe,
le budget que l'Europe consacre aux infrastructures. On sait que le poids financier de la LGV pèse vraiment très peu. Je serai à Bruxelles d'ailleurs dans les jours qui viennent pour rencontrer les commissaires européens en charge de ce dossier-là. Et je vous garantis que si les collectifs continuent en Limousin à se battre ensemble, eh bien le dossier aboutira. Parce qu'il ne pèse vraiment pas lourd en termes de financement par rapport à l'ensemble du budget européen. Parce qu'il ne sert à rien aussi. Je le disais donc, du train, on va passer aux avions. Guillaume Guérin, est-ce que vous êtes inquiet pour les aéroports du Limousin avec cette future grande région? Si Alain Rousset devenait président de région, de la future grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, je ne suis pas inquiet, je suis très inquiet. Pour la simple et bonne raison qu'actuellement, Alain Rousset ne subventionne via la région Aquitaine aucun aéroport figurant sur son territoire. Alors, ces déclarations récentes font état qu'il va y avoir une aide pour l'aéroport de Bergerac. Par des billets détournés que si finalement il subventionne. La vérité, c'est qu'Alain Rousset, vous pouvez le vérifier, c'est très vérifiable. D'ailleurs, j'invite tous les téléspectateurs qui nous regarderont à aller vérifier. Alain Rousset ne subventionne pas les aéroports, pas plus qu'il n'a inscrit le programme des routes lors du dernier CPER d'Aquitaine. Donc j'ai des vraies interrogations, tant sur la route que sur l'aéroport de Limoges, parce qu'en toute objectivité, et au-delà du débat politique, si demain la région se désengage de l'aéroport de Limoges, c'est la fin de l'aéroport. Ça veut dire que Virginie Calmels ne se désengagera pas de l'aéroport de Limoges? Virginie Calmels a une vision tout autre du développement du territoire. Elle considère qu'il y a 12 départements. Elle considère que ce territoire ne fait qu'un, à compter de demain. 10 aéroports à peu près sur la grande région. Chaque territoire disposera d'une enveloppe budgétaire donnée et ce sera aux élus de ce territoire de prioriser leurs choix. Et si demain vous me demandez quels sont les choix en ce qui me concerne et en ce qui concerne mes collègues Françoise Béziat et Cyril Victor en Corrèze et en Creuse, c'est bien entendu le désenclavement routier vers l'ouest. On peut parler de la RN 147, on peut parler du numérique et bien entendu de l'aéroport de Limoges. La LGV étant un outil essentiel, mais c'est un débat qui a beaucoup de retard et qui a pris beaucoup trop de retard. Gérard Van Den Broek, sur les aéroports, Alain Rousset financera-t-il? Il faut éviter les contre-vérités. Alain Rousset n'a pas eu besoin d'intervenir sur les aéroports parce que jusqu'à présent, ces aéroports trouvent leur modèle économique, sauf que tout dernièrement, il vient intervenir sur Bergerac. Eh oui, c'est ainsi. À la demande de M. Fauvel. Et Alain Rousset, avec qui je m'en suis évidemment entretenu longuement, il connaît parfaitement la situation de l'aéroport de Limoges, connaît parfaitement les fréquentations des lignes aériennes sur Limoges, et l'aéroport de Limoges sera soutenu. Moi, M. Guérin... C'est qu'il l'écrive dans son programme. Mais il l'écrira. Je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. Je ne l'ai pas entendu non plus de sa bouche lors du dernier meeting que vous avez fait ensemble. Ce sera écrit. Vous ne l'avez peut-être pas entendu. Oui, il a cité 17 fois Bordeaux et 2 fois Limoges. Vous n'étiez pas à Mérignac, vous n'étiez ni à Mérignac ni à Mémac. Moi, j'y étais. Et je suis également... Pardonnez-moi, je ne suis pas à la route. Et je suis également présent, moi, aux réunions du SMELB, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc je défends l'aéroport de Limoges, parce qu'effectivement l'aéroport de Limoges doit être défendu. Et Alain Rousset prendra ça encore. La voirie, les routes. J'ai fait inscrire au CPER, là, et je peux vous le donner, il est sous ma main droite. J'ai fait inscrire au CPER un certain nombre de millions d'euros, 10 millions pour être très clair, sur le réaménagement, la modernisation, la mise à 2 fois 2 voies, du moins le début, de la route Limoges-Bellac-Poitiers. Parce que je considère que c'est quelque chose... C'est ce qu'on appelle le serpent de mer. Vers Bellac, d'ailleurs. Qui est indispensable. Oui, mais déjà... C'est quand même l'enjeu Bellac. Bellac encore oublié. Déjà 10 millions d'euros, alors que les régions aujourd'hui n'ont pas compétence sur les routes, mais c'est parce que c'est un signe fort d'aménagement du territoire, 10 millions d'euros que j'ai fait inscrire au CPER. Le département, pour sa part, fait inscrire également un certain nombre de millions d'euros, et l'État y va. Donc c'est quelque chose que nous considérons comme étant une priorité, la priorité des priorités. Ça fait 20 ans que c'est prioritaire. Ça fait 20 ans que c'est prioritaire. Vous avez raison, madame. Vous avez raison, madame. Oui. Stéphane Najomon, sur les aéroports, est-ce qu'il faut les subventionner pour le front de gauche? Sur les aéroports, il faut quand même rappeler une chose, c'est que le transport aérien est le transport le plus polluant qui existe. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que développer l'aérien pour l'aérien, voilà. Il y a une douzaine d'aéroports à l'échelle de la grande région. On voit que les lignes intérieures, si on prend celle de Limoges, sont des lignes intérieures qui se cassent la figure parce qu'elles répondent à une clientèle très ciblée. Depuis 2008, le Limoges-Paris, c'est 4 fois moins de voyageurs par exemple. Donc il y a des lignes qui se cassent la figure parce qu'elles n'ont pas de pertinence par rapport à du transport ferroviaire notamment. Après, à l'échelle de la grande région, il y a bien évidemment une armature commune à trouver parce qu'il y a des aéroports qui ne sont pas utiles. La concurrence qui existe entre Limoges et Brive n'est pas utile en termes d'aménagement du territoire. Comme il y a de petits aéroports, il y a toute une série d'aéroports qui ont 100, 150 000 voyageurs qui sont à la limite de crever aujourd'hui. Ça correspond à la réalité. La question, on a vu déjà même celui de Limoges, où le nombre de voyageurs stagne et même régresse légèrement, que la région a été obligée de rallonger, de combler des déficits. Cette politique-là de combler des déficits n'a pas de sens. Par contre, avoir une politique de transport aérien où il y aurait
un seul cadrage à l'échelle de la grande région, avec Pascal Rome qui mène la liste en Haute-Vienne avec moi. C'est un élément qu'on a défendu régulièrement en commission transport du Conseil régional du Limousin. C'est qu'à un moment, il y a une concurrence entre les aéroports, il y a des lignes intérieures qui n'ont pas de raison d'être, et qu'à un moment, entre le tout aérien, qui coûte cher, un Limoges-Lyon non subventionné, c'est 150 €. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer 150 € pour aller faire un Limoges-Lyon. Donc à un moment, il faut se poser la question de comment on organise le déplacement pour les gens qui n'en ont pas les moyens. Pour finir sur le chapitre transport, avec un thème qui devrait intéresser les électeurs potentiels, c'est les transports scolaires, puisque c'est une compétence qui va passer aux régions. Christine Marty, on parle par exemple d'une possibilité de gratuité des transports scolaires. Est-ce que ça peut être dans le programme du Front National? Non. La gratuité, ce n'est pas nos principes. Nous pensons que de toute façon, les gens doivent à un moment ou à un autre participer, même de façon minime, mais participer pour les frais de déplacement. Les impôts permettent ça. Oui, mais on peut aussi faire participer activement les gens pour un service qu'ils utilisent. Gérard Vandenbroek, on lit que ça pourrait être dans les programmes socialistes de toutes les régions, cette gratuité des transports scolaires. Est-ce que c'est vrai ? Mais écoutez, moi, je ne pense pas que ce soit non plus une très bonne chose. Je pense qu'effectivement, les transports scolaires aujourd'hui sont largement financés par les collectivités, qui en payent déjà les 3/4, pour ne pas dire davantage. C'est vrai de l'agglomération, c'est vrai des autres organisateurs de transports scolaires. Je crois qu'il faut que l'on veille à développer la qualité des transports. Il faut qu'on veille à diminuer les temps de transport des élèves, qui sont souvent encore trop importants. Je crois qu'il faut qu'on veille à apporter un plus. Et apporter un plus, ça a fatalement un coût. Donc je crois qu'on va vers une maîtrise des coûts demandés aux familles, mais on n'ira pas vers une gratuité totale, en tout cas certainement pas dans un premier temps. Guillaume Guérin, piloté depuis Bordeaux ces transports scolaires, est-ce qu'ils pourront être aussi efficaces qu'aujourd'hui ? Alors, pardon, je voudrais revenir à la question précédente qui est quand même très très importante sur cette réforme. Gérard Vandenbroek dit avoir inscrit un certain nombre de millions d'euros pour les routes via le CPER Limousin. Contrat plan État-région, on précise. Plan État-région. Je tiens juste à rappeler une seule chose, c'est que demain, il n'y a plus qu'une seule région, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Mais les contrats de plan et le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'il y a encore 3 CPER. Voilà. Sauf que je ne veux pas faire offense à Gérard Vandenbroek en lui disant que demain, même si la gauche devait gagner ses élections régionales, ce ne serait pas Gérard Vandenbroek le président, ça serait Alain Rousset, un Bordelais par excellence, ancien maire d'une ville de la banlieue bordelaise, et que par conséquent, c'est la politique d'Alain Rousset qui s'imposera. Ce n'est pas la politique ni de M. Macaire, ni de M. Vandenbroek, n'en déplaise à M. Vandenbroek. Et par conséquent, aujourd'hui, M. Rousset n'inscrit pas 1 euro sur les routes, parce qu'il considère, à juste titre dans la sémantique, que les routes ne sont pas des compétences régionales. Et il a raison, ce n'est pas une compétence de la région. Donc vous êtes d'accord avec lui ? Maintenant, à l'heure de la baisse de la DGF, à l'heure où les dotation globale de fonctionnement, à l'heure où les collectivités sont obligées de se serrer la ceinture pour pouvoir continuer à exercer leur mission, eh bien, si les régions demain ne mettent pas d'argent sur les routes, la RN 147 sera une route qui sera toujours aussi accidentogène qu'elle l'est aujourd'hui, et il y a un vrai effort à faire là-dessus. Pour revenir sur le pilotage depuis Bordeaux, sur les transports scolaires, franchement, soyons sérieux 2 minutes. Au mois de janvier, lorsqu'il y aura de la neige à la Courtine, est-ce que vous croyez sincèrement que le Conseil régional du Limousin sera en mesure du Limousin, Aquitaine, Poitou-Charentes, sera en mesure de piloter le transport scolaire depuis Bordeaux? Soyons sérieux. Je crois qu'il faudra déléguer ça au département. Oui, c'est ce qui est à l'étude d'ailleurs. Stéphane Lageron, la gratuité des transports, ça peut être dans le programme du Front de gauche. La gratuité des transports était déjà dans le programme de Limousin Terre de Gauche et sera encore dans celui d'Olivier d'Artigol pour la grande région, puisqu'il s'agit d'encourager le développement des transports en commun et pas que les transports scolaires. La question se pose pour tous les TER, parce que plus on encourage les gens à prendre le train, à prendre les transports en commun, plus on évite. Aujourd'hui, Limoges-Bordeaux, c'est 35 € en TER. Oui, donc à l'heure actuelle, il y a des coûts, c'est relativement cher. Par contre, le coût, on va entrer dans la période de la conférence sur le climat la COP21. Et de la COP21. Et à un moment, on se pose la question de choix écologiques différents pour favoriser les transports collectifs par rapport aux transports individuels. Il faut qu'il y ait un aspect incitatif. Donc notamment en commençant, si financièrement on peut pas arriver à le mettre pour tous, on peut très facilement le mettre pour tous les jeunes, pour tous ceux qui n'arrivent pas à prendre les transports, qui n'ont pas les moyens, chômeurs, etc. Je crois qu'on peut faire quelque chose d'assez rapide, engager cette dynamique-là, et après la généraliser à d'autres. Parce que quand on fait une culture du transport en commun, en habituant très tôt les gens à prendre le transport en commun, bien évidemment, ça devient après un automatisme. On est arrivé à une culture de la voiture pour la voiture. Je crois qu'on est en capacité d'inverser aujourd'hui la vapeur et de redonner justement le goût du transport en commun, parce que c'est aussi un intérêt qui est écologique. Alors, il en reste 20 minutes d'émission. On va parler maintenant d'économie. C'est l'un des cœurs de cette réforme, puisque les compétences économiques seront entièrement dévolues aux régions. La question, c'est avec quels moyens, Guillaume Guérin ? Est-ce que les moyens seront suffisants à disposition de la région si on compare avec d'autres régions européennes, par exemple ? Écoutez, demain, cette grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes dispose de vrais atouts. Encore une fois, je vous le redis, ce n'était pas ma réforme de départ. Je sais bien. Mais
elle dispose de vrais atouts. C'est la première région agricole d'Europe, c'est la première forêt de France, c'est un atout touristique sans précédent, une façade... Je parle de ressources financières. Oui, mais c'est lié. Tout ceci est lié. Tout ceci est extrêmement lié. Donc, les ressources financières de cette grande région, elle a de nombreux pôles extrêmement compétitifs elle a des avantages relatifs par rapport aux autres régions de France, elle a des avantages relatifs par rapport aux autres régions d'Europe. Après, vous savez, cette région saura ce que nous en ferons. Encore faut-il qu'on défende son territoire. Et je rebondis sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis relativement inquiet du discours qui consiste à dire, notamment pour la fonction publique territoriale, dormez tranquille, braves gens, il ne se passera rien, vous allez garder votre emploi local et les différents pôles vont pouvoir continuer à exister tels qu'ils existaient aujourd'hui et à être complémentaires les uns des autres. Cette région, demain, sera ce que nous en ferons. Et c'est pour ça que j'attends beaucoup de l'État socialiste actuellement sur son positionnement, notamment vis-à-vis de la fonction publique territoriale. C'est un peu excessif. Bah si, l'État socialiste, vous avez soutenu, M. Lajaumont. Christine Marty, dans votre programme, celui de votre chef de file, Jacques Colombier, il est écrit « Redonner du pouvoir d'achat en diminuant la fiscalité, comme ont su le faire les mairies FN ». De quels impôts régionaux parle-t-il exactement ? Ah ben écoutez, d'un ensemble d'impôts, on a vu au niveau des municipalités Front National qu'il y a eu justement des ressources trouvées par la baisse des subventions à des associations, par exemple communautaristes. On voit aussi qu'au niveau culturel, rien ne change, que les gens ne sont pas ennuyés parce que telle ou telle exposition ne se fait pas. Ça veut dire que vous pensez à supprimer des projets de coopération internationale, par exemple, menés par la région ? Ça fait partie des économies. D'ailleurs, quand on parle d'économie, il faut d'abord dire quelles vont être les sources d'économie, sur quel sujet on va travailler. Alors que les maires ruraux se plaignent aujourd'hui des baisses de dotation des collectivités, vous dites qu'il faut en rajouter encore une couche ? C'est ça la réponse du Front National ? C'est intéressant. Absolument pas ça. C'est intéressant de le savoir. Je n'ai absolument pas parlé du monde rural. Quand on dit qu'on va réduire un certain nombre de dépenses, alors qu'il y a déjà des coupes faites par ce gouvernement qui sont énormes pour les collectivités locales. Mais c'est vous qui parlez du monde rural. Moi, j'ai absolument pas évoqué le monde rural. Non, vous parlez des communes et de la manière de gérées par le Front National, oui, effectivement, oui. Et qui font des satisfaits, des personnes qui sont contentes de vivre dans ces municipalités, parce qu'on améliore l'offre culturelle, parce qu'on aide plus facilement les entreprises. Comment ça ? C'est le pays des bisounours, en fait. Mais pas du tout. Non, mais là, vous rêvez à côté de la plaque, madame. Donnez-moi un seul exemple concret. Moi, je voudrais simplement dire, je suis d'accord avec Guillaume Guérin, ça peut arriver. Ça nous arrive de On a fait de dire que la région sera ce que l'on en fera. Effectivement, si on y va à reculons et en pleurnichant, et là, je regrette que l'UMP ou les Républicains autoproclamés peignent toujours leur région en noir et donnent une mauvaise image de leur région. Je regrette cela. Donc, si on y va en reculant, en marche arrière, on ne fera rien de bien. Par contre, effectivement, je voudrais simplement dire à ma voisine, de gauche, géographiquement parlant, qui à l'écran est à droite. Les impôts que perçoivent les régions, je voudrais bien savoir sur quoi vous allez les diminuer. Parce que figurez-vous que les régions n'ont pas de leviers fiscaux. Vous avez l'air de l'ignorer. Nous n'avons pas. En diminuant les dépenses, tout simplement. Mais vous parlez des impôts. Nous n'avons pas de leviers fiscaux. Leviers fiscaux. C'est bien le problème, d'ailleurs. C'est un problème. C'est les cartes grises, les permis de construire et la TIPP. C'est tout. Donc vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. La TIPP sera payante en Poitou-Charentes à partir de janvier, qui ne l'était pas. Donc c'est quelque chose. Vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Non, je suis désolé, madame. Quant à redonner du pouvoir d'achat, excusez-moi, je vais vous laisser la parole. Mais quant à redonner du pouvoir d'achat, c'est ce que nous faisons. La région Limousin d'aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Quand on fait la gratuité des livres scolaires, par exemple, sur lequel nous sommes d'accord. Qui était une proposition, il y a bien longtemps, de Limousin Terre de Gauche et même d'avant. C'est une proposition que vous avez reprise dans notre programme, vous avez raison de le faire. Quand on fait la gratuité des livres scolaires, on redonne du pouvoir d'achat. Quand on donne aux apprentis, quand on donne aux lycéens des lycées professionnels, quand on paye leur boîte à outils, ce sont également 3 millions d'euros par an quand même. Et pour aider tous ces gens, il faut des ressources. Donc par exemple, la part de la CVAE, l'ancienne taxe professionnelle, qui doit augmenter, ça vous y êtes favorable évidemment. Mais il est normal que la part de CVAE qui revienne à la région soit plus importante qu'avant, puisque la région va avoir... Est-ce qu'elle va l'être ? Elle va l'être. La compétence économique largement plus développée qu'avant. Il est donc normal que ce qui a été redistribué à d'autres, qui perdent la compétence, vienne sur la région, qui va avoir la charge. Donc c'est un transfert. C'est une recette supplémentaire pour une dépense supplémentaire. Guillaume Guérin ? Oui, sur le développement économique de la future grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, je crois qu'il faut aussi regarder les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Si vous regardez le point commun qu'il y a entre l'Aquitaine et le Limousin aujourd'hui, c'est que les dépenses de fonctionnement sont très largement 3 fois supérieures pour le Limousin aux dépenses d'investissement. Donc là, il y a un sujet. Qu'est-ce que c'est que les dépenses de fonctionnement ? Les dépenses de fonctionnement, c'est le coût. Exactement. C'est le coût de la collectivité, à la charge du contribuable. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les dépenses... C'est-à-dire, pour vous, il faut réduire la masse salariale ? Il y a des sujets.
tu ne remplaces. Ce sont des fonctionnaires territoriaux. Il y a des sujets de départ en retraite. Alors ne pleurez pas. Est-ce qu'on remplace tous les départs en retraite? Vous voulez les supprimer, vous pleurez sur. Il va y avoir un point de connivence entre les deux formations politiques. Aujourd'hui, nous assumons. Il y a un masque qui tombe là. Virginie, des larmes de crocodile, monsieur Guérin. Pas de larmes de crocodile du tout. En termes de départ à la retraite, est-ce que nous sommes obligés aujourd'hui de remplacer du 1 pour 1? Absolument pas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés de remplacer du 1 pour 1. Et Virginie Calmès l'a d'ores et déjà annoncé à la rencontre qu'elle a pu avoir avec les différentes organisations syndicales du Conseil régional d'Aquitaine qu'il n'y aurait pas un remplacement de 1 pour 1. Elle l'assume parfaitement. Après, pour revenir aux dépenses d'investissement, quand vous regardez lors du dernier budget de la région Limousin les dépenses d'investissement qui ont été votées, sur très exactement 30 millions d'euros qui ont été votés en dépenses d'investissement, seuls, et le président sortant ne me contredira pas, seuls 60% de ces dépenses ont été effectives. 60% du budget total de 30 millions. Donc on voit bien là que la région Limousin, comme la région Aquitaine, comme la région Poitou-Charentes, qui, je le rappelle, sont dirigées par 3 exécutifs socialistes, ne vont pas au bout des crédits qui sont prévus à cet effet pour l'investissement. Et ça, c'est dommage. Et là, il y a un vrai levier. Et là, il y a un clivage politique. Stéphane Lajoumont. Oui, derrière la question de telle ou telle dépense, puisque ce qu'on voit sur les questions économiques, par exemple, c'est que où est-ce qu'on tranche? Et l'UMP et le Parti socialiste, pour l'essentiel, votent ensemble, main dans la main, quasiment tous les dossiers économiques en région Limousin. La question, ce qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui, après quelques années de gestion de ces territoires, sur le front de l'emploi et sur le front de l'aménagement du territoire. Mais sur les deux secteurs, c'est un échec. Notre mandature là, a débuté en mars 2010. Entre mars 2010 et aujourd'hui, en région Limousin, si on prend en compte les catégories ABC, c'est plus 13 000 chômeurs. Si on prend l'ensemble de la région Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, c'est plus 110 000 chômeurs. C'est bien entendu de notre faute à nous. Et bien évidemment, monsieur Lajoumont. Alors, au bout de votre logique. Oui, c'est de notre faute à nous. Non, j'allais jusqu'au bout de la logique. J'allais jusqu'au bout de la logique. Bravo. Vous êtes en solidarité avec le gouvernement qui mène la politique économique qu'il mène. Est-ce que vous êtes en accord avec, est-ce que vous êtes en solidarité avec le gouvernement Hollande-Valls? Oui ou non? Oui ou non? Répondez à cette question-là. Monsieur Lajoumont. Répondez à cette question-là, monsieur Vandenbroek. Nous sommes ici en Limousin. Oui, vous êtes en échec économique. Non, mais j'étais en train d'intervenir, donc je continue ma démonstration. Tout à l'heure, finissez votre démonstration. Sur le plan social, sur la question de l'emploi, vous êtes en échec. Et vous êtes en échec aussi parce qu'en termes d'aménagement du territoire, vous avez fait le choix de verser le maximum d'aide autour des pôles urbains. Et bien sûr que si, il suffit de voir tous les pôles de compétitivité où tombe l'argent public, il suffit de regarder. Bien évidemment, prendre toutes les statistiques faites, y compris par les services de la région. Et en plus, vous avez fait le choix de continuer à faire une concurrence entre les territoires, à tel point même qu'au sein de l'Association des régions de France... Entre quels territoires, par exemple? Entre tous les territoires. Si on peut faire venir une entreprise d'un territoire autre vers le nôtre, on le fait avec des subventions. Et il n'y a aucune... Parce qu'on nous parle de l'Association des régions de France, de la solidarité entre les territoires, ça n'existe pas. Chaque région défend son bout de gras et n'a rien à faire des régions à côté. Et là, il y a effectivement d'autres logiques qui pourraient être mises en œuvre. Donc sur l'argent public, on pense que la conditionnalité des aides dès le premier euro, mais une vraie conditionnalité, pas une conditionnalité de façade. C'est-à-dire des contrôles sur l'argent versé. C'est-à-dire, c'est de l'argent public. Donc quand des garanties sociales, par exemple. Des garanties sociales, environnementales, démocratiques. Arrêtez de donner de l'argent à des multinationales qui rémunèrent des actionnaires. Pour avoir fait le calcul, il y a une dizaine de millions d'euros sur la mandature qui ont été donnés à des filiales de ces multinationales. On aurait pu utiliser cet argent-là à autre chose. Gérard Ça n'a pas été fait. 407 millions d'euros. 407 millions d'euros ont été utilisés pour soutenir les entreprises depuis le début de la mandature. 407 millions. Vous parlez aujourd'hui de 10 millions. Moi, s'il y avait autant de multinationales que ça sur le territoire du Limousin, je ne pourrais que m'en réjouir. Le territoire du Limousin, vous le savez, c'est un territoire qui est fait de petites et de moyennes entreprises. Et je vous l'ai dit, nous avons accompagné 13 000 dossiers de petites et moyennes entreprises qui toutes ont bénéficié du soutien. C'est le principe, c'est que c'est un guichet permanent et un guichet ouvert. Pas du tout. Et je vous rappelle, et les conditionnalités sont souvent d'ailleurs, vous l'avez, je crois, et d'ailleurs, je crois que vous avez approuvé cette démarche-là, même si au Conseil, nous ne sommes pas allés assez loin, que les accompagnements, je ne dis pas les subventionnements, j'emploie le terme d'accompagnement des entreprises. Les accompagnements des entreprises ont été toujours liés à des conditionnalités en termes d'embauche ou de maintien de l'emploi, car parfois, aider une entreprise à maintenir de l'emploi, c'est quelque chose d'important. Et moi, je préfère aller rencontrer des ouvriers à la sortie de l'entreprise qu'on a sauvés et où on a maintenu l'emploi, que d'aller leur dire on ne vous donne pas d'argent, vous êtes une succursale multinationale. Donc je crois qu'il faut aussi là, se dire qu'on est là au service de nos habitants. Donc l'accompagnement des entreprises, il a été considérable par la région. Il y a 407 millions d'euros d'accompagnement. Il a été attentif aux conditions dans lesquelles ces aides ont été mises en place, d'une manière très claire. Non.
Ben ça, c'est votre appréciation. C'est votre appréciation. Vous avez le droit de la soutenir. Et j'ajouterais, pour revenir à ce que disait M. Guérin, que s'il y a des collectivités qui investissent aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Il y a effectivement aujourd'hui la région Limousin qui continue d'investir à la hauteur des demandes. Et s'il n'y a pas suffisamment de demandes, effectivement, on ne peut pas répondre à des demandes qui n'arrivent pas. On essaie même de les solliciter. Et puis, il y a l'agglomération de Limoges qui investit. Et puis, il y en a sans doute quelques autres aussi. C'est simplement de sa compétence. Hein. C'est sa compétence. Elle le fait. Elle le fait. C'est uniquement parce que c'est ses compétences. Certaines collectivités ne le font pas parce que ce n'est pas non plus de leur compétence. Parce que l'économie en a besoin. Pour revenir sur l'aspect soutien aux entreprises, ce que dit Gérard Van den Broek est juste. Il y a une aide de la région Limousin, on ne va pas jeter le bébé et l'eau du bain. Il y a une aide réelle aux entreprises TPE, PME présentes sur ce territoire, parce qu'encore une fois, ces TPE et PME représentent la majorité de ce tissu économique local. Maintenant, je m'interroge quand même, parce qu'encore une fois, si la gauche venait à gagner ces élections, c'est Alain Rousset qui serait président. Et quand vous regardez l'aide aux entreprises faite par Alain Rousset en Grande-Aquitaine, elle est dédiée à l'industrie et à la grande industrie, au groupe de l'aéronautique, et certainement pas... Absolument pas. Les artisans et toutes PME, les PME, TPE, sont complètement absentes de l'aide de la région Aquitaine actuellement. C'est factuel, c'est une réalité. Donc j'aimerais, demain, s'il venait par malheur, entre guillemets, à gagner cette région, qu'Alain Rousset s'inspire de ce qui a pu être fait en Poitou-Charentes ou en Limousin. Ce dont je doute beaucoup, pardonnez-moi. En ce qui nous concerne et en ce qui concerne Virginie Calmels, elle a dit très clairement, elle l'a écrit noir sur blanc dans son programme, qu'il fallait revoir non seulement la conditionnalité des aides, parce que Gérard Van den Broek parle de la conditionnalité, il y a tellement de conditions pour être éligible à l'aide. Non, il y en a quasiment. Vous n'êtes pas d'accord sur ce... Selon M. Lejean, il n'y en a pas assez, selon moi, il y en a beaucoup trop. Il faut revoir la conditionnalité des aides pour ces PME, TPE, mais au-delà de ça, il faut revoir le panel qui est touché. Parce qu'aujourd'hui, en Aquitaine, c'est la grande industrie qui en profite et pas les TPE, PME. Christine Marty, les aides aux entreprises, c'est dans le programme du Front National ? Oui, tout à fait. Alors bon, moi je ne suis pas une professionnelle, donc j'ai besoin de voir un peu mes notes, mais effectivement, on a beaucoup d'idées pour essayer d'améliorer les choses. Selon quels critères, par exemple ? Alors, selon quels critères ? Par exemple, au niveau des marchés, on voudrait pouvoir... Maintenant, apparemment, il y a une directive européenne qui a été inclue. On peut, au niveau des normes sociétales et environnementales, on peut inclure des clauses dans les marchés. Donc ça, ce serait quand même déjà une bonne chose. Par exemple, au niveau sociétal, et faire en sorte que ce soit des entreprises un peu plus locales, pour lesquelles les employés n'aient pas à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller sur le marché. Ce serait très bien. Et puis, au niveau de, donc je vous ai dit, et sociétal, faire en sorte que de retenir des entreprises qui ne mettent pas de gens au chômage et qui recrutent, par exemple. J'aimerais qu'on dise un mot d'agriculture. Pardonnez-moi, je voudrais encore peut-être que M. mais il nous reste peu de temps, donc allez-y, vite. Non, parce qu'il se dit plein de choses. Et des réponses appellent d'autres contre moi, donc je me sens en minorité ici. Du moins. On a tous trois contre. Ça va dire à M. Guérin que Alain Rousset, très clairement, il l'écrira d'ailleurs, et vous lirez attentivement son programme, M. Guérin. Sans doute parce qu'on lui a aussi expliqué ce qui se pratiquait en Poitou-Charentes. Il n'est pas capable de comprendre tout seul, c'est ce Oui, bien sûr. Mais là, je sais pas. Non, bien sûr qu'il est capable de comprendre tout seul. Il nous a demandé effectivement de voir ensemble comment on pouvait mettre en place des programmes à l'identique et en les améliorant encore de ce qui se fait chez nous. Donc très intéressé par le Limousin, qui est un peu en pointe. Comment peut-on aider, effectivement, sur la grande région demain, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, les petites et moyennes entreprises. Et sur la ruralité, notamment. On va y venir. Comment peut-on effectivement aider en milieu rural, des entreprises qui sont effectivement défavorisées par l'éloignement, comment peut-on les aider en majorant les aides, et c'est ce que nous faisons déjà actuellement, en majorant les aides pour le milieu rural. Ça n'est peut-être pas suffisant, mais déjà nous le faisons, comment peut-on les aider à s'implanter et à se développer. Guillaume Guérin ? Oui, M. Van den Broek, j'aimerais tellement vous croire. Le dialogue est sans fin. J'aimerais tellement vous croire. Mais moi, La dernière fois que vous m'avez fait une promesse de ce type, oui, dites-moi. C'était pour le numérique. Oui. Vous avez promis devant un panel d'entrepreneurs que Limoges obtiendrait son label French Tech. Force est de constater, vous avez dit d'ailleurs à la fin de l'année, il y aura une bonne nouvelle. Oui. Axel Lemaire, ministre, secrétaire d'État au numérique, viendra annoncer une bonne nouvelle. Pour l'instant, la seule chose que je sais d'Axel Lemaire, c'est qu'elle est enceinte, donc c'est une bonne nouvelle pour elle. Mais j'attends toujours que Limoges soit doté. J'attends toujours que Limoges soit doté d'un label French Tech. Et pardonnez-moi, mais c'était un échec de la part de l'agglomération que vous présidez.
Monsieur Guérin, ce n'était pas un échec de la part de l'agglomération, car je vous rappelle que l'appel French Check n'est pas demandé par les collectivités, mais qu'il est demandé par les entreprises. Et je vous rappelle aussi... Ah, donc vous accusez le tissu local d'entreprises de ne pas avoir su négocier l'appel French Check, ça leur fera plaisir. C'est qu'avec le cumul de mandats, on en est plus à parler des compétences régionales, mais celles de la ville de Limoges, de l'agglo de Limoges et du conseil régional. Il faudrait revenir sur la question du conseil régional. Pour l'agriculture, il y a des choses à dire. Je veux simplement vous dire que le label en question, ne désespérez pas, tout vient à point qui s'est attendre et la surprise, mais encore une fois, je ne demande qu'à vous croire. Elle sera de taille, monsieur Je ne demande qu'à vous croire. De taille. Il nous reste peu de temps. J'aimerais qu'on parle de l'image de cette future grande région. Tout ça, c'est important pour le tourisme qui va rester une compétence partagée, on le rappelle, entre plusieurs collectivités. Est-ce que ce n'est pas un échec, justement, que cette compétence-là, ça veut dire qu'il y aura des politiques touristiques du département, de la région, voire des communes? Est-ce que ce n'est pas dommage, Stéphane Lajaumont? Le problème, c'est que la manière dont est envisagée la compétence touristique, même déjà à l'heure actuelle, c'est une compétence touristique uniquement à travers sa dimension économique, sur comment on fait entrer des devises sur le territoire régional. Et c'est un peu court comme approche. J'ai souvent eu l'occasion de le dire au conseil régional du Limousin, mais c'est pareil pour tous les conseils régionaux. Ce qu'on appelle le tourisme social, le tourisme pour les familles, les vacances collectives, etc., c'est plus une compétence, l'État s'en désintéresse. Les conseils généraux ne le font qu'à moitié ou par des subventions directes et limitées. Le conseil régional ne s'en occupe pas. Il y a un moment, il y a un problème sur la question touristique qui n'est pas simplement sur est-ce qu'on a une façade maritime, est-ce qu'on a de beaux paysages ou de belles activités, qui est aussi qui peut partir en vacances. Et cette question-là, elle est fondamentale. Donc après, qu'il y ait des politiques menées par la région sur la professionnalisation des acteurs, sur l'offre touristique, bien évidemment. Mais la dimension du tourisme social est une dimension importante à ne pas négliger. Et l'image d'une région, c'est aussi son nom. Est-ce que vous avez des préférences quant au nom de la future grande région, Guillaume Guérin? Écoutez, Virginie Calmès, notre chef de file des Républicains et des Centres, a décidé de faire une grande consultation populaire via son site de campagne. Et si demain... l'exécutif de cette région nous était confié, c'est tout simplement le choix des différents habitants et habitantes de cette région qui serait choisi. Gérard Van Den Broek. Je suis désolé, monsieur Lajaumont va dire qu'il y a connivence, mais Alain Rousset pratique de la même manière. Avec 8 jours d'écart, mais il consulte les uns, les autres, les acteurs économiques, un site internet est en place. Moi, très franchement, c'est pas le plus important, loin s'en faut. Alors on va revenir à l'essentiel. Avant d'accueillir Enrique Viracampos sur ce plateau, je vais quand même faire œuvre de pédagogie puisque c'est notre mission. On va rappeler que ces élections régionales ont lieu les 6 et 13 décembre. 183 conseillers seront élus au scrutin proportionnel de liste par département. En Limousin, ça donnera donc 24 élus, 12 en Haute-Vienne, 8 en Corrèze, 4 en Creuse. Pour comparer, l'Aquitaine en comptera, elle, 102 et le Poitou-Charentes, 57. Voilà, maintenant, on va accueillir tout de suite sur notre plateau notre collègue de France Bleu Limousin, Enrique Viracampos. Bonjour Enrique. Bonjour Anne. Qu'est-ce que vous avez retenu de notre débat? Drôle de débat pour une drôle de campagne, on va dire. On a eu, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il est quand même difficile de faire le bilan d'une mandature qui s'achève avec le représentant de la majorité en place et de lancer une campagne sur pour une élection qui va désigner l'équipe qui va diriger, présider une structure qui n'existe pas encore et dont on a toujours bien du mal à se faire une idée au terme de ces 50 minutes de débat. Ça vous a paru long peut-être? Ça ne m'a pas paru long. C'était intéressant quand même, assez souvent. Mais on voit bien que tout n'est pas prêt, quoi. Moi, je suis marqué par... le fait que vous ayez mis autant de temps à aborder l'aspect économique des choses, puisque l'utilité des régions, leur principale compétence, ça va être le développement économique. Je me souviens de la campagne pour les départementales où chacun des candidats, tous bords confondus, n'avait qu'un seul mot à la bouche, c'était pourtant il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 6 mois, l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et l'emploi ne fait pas partie des compétences directes des conseils départementaux, alors que la future grande région, si on agrandit les régions, c'est aussi pour ça que ça nous a été présenté, comme ça que ça nous a été vendu, c'est bien pour développer l'emploi. Je trouve que vous en avez parlé assez peu, ou alors sous la forme d'une déclaration d'intention. Alors dites-moi, est-ce qu'il est trop tôt pour vous? Finalement, est-ce que vous aussi, vous êtes aussi largué que nous par rapport à ces grandes régions et aussi largué que les gens qui vont voter au mois de décembre, dans quelques semaines? Est-ce qu'il est trop tôt pour qu'on y voit plus clair dans vos programmes? Qu'est-ce que vous allez mettre en place les uns les autres si d'aventure vous veniez à être élu? J'aurai une question subsidiaire après. Oui, mais on n'a plus beaucoup de temps, Enrique. Non, on n'a plus beaucoup de temps, Enrique. Guillaume Guérin, qu'est-ce que vous répondez? Il y a un thème très important sur lequel on a
absolument pas passer de temps ni aborder quoi que ce soit, c'est l'agriculture. Oui. Demain, première région agricole d'Europe. Je crois qu'il faut quand même rappeler On va pouvoir prendre un peu de temps, si des choses très très importantes. Aujourd'hui, il y a un agriculteur qui suicide tous les 2 jours en France. Oui. Donc il y a une vraie interrogation sur le monde agricole. Il y a des choses Et que peut faire la région très rapide. Au niveau de la région, on revient au débat de départ. La conditionnalité des aides, ne serait-ce que pour l'installation. Aujourd'hui, Mme Marty parle de Bruxelles dans toutes ses phrases. Non. L'Europe est responsable d'un certain nombre de choses, mais pas tout le temps. Il arrive parfois que les parlements nationaux, voire les parlements régionaux, rajoutent de la norme à la norme. Et pour ce qui est de l'agriculture, comme pour ce qui est de l'emploi, en termes d'aide efficiente à l'emploi, notamment dans le monde agricole, il faut simplifier les règles. Et aujourd'hui, on a beaucoup trop de normes qui sont aujourd'hui contre-productives, aussi bien dans le monde agricole que dans le monde de l'emploi. Le dernier mot pour vous, Stéphane Ajoumont, le dernier mot? Un mot, c'est le mot relocalisation. Relocalisation des activités, que ce soit en matière agricole, en privilégiant les circuits courts, sur le plan industriel et économique, en ne faisant pas la course à l'exportation à tout prix, mais en essayant au maximum de réimplanter, de disséminer un tissu industriel sur l'ensemble du territoire. Relocaliser l'activité économique, c'est effectivement un choix politique alternatif à celui qui s'est mis en œuvre soit par l'UMP ou par le PS et qui peut permettre d'installer de manière durable en s'appuyant notamment, et je termine là-dessus, sur l'économie sociale et solidaire. Parce que c'est une économie qui n'est pas délocalisable, qui promeut d'autres valeurs environnementales, sociales et démocratiques et que là, il y a des enjeux majeurs. Oui, il n'y a pas de contradiction entre la nécessité de relocaliser un certain nombre de choses et la nécessité également de produire et d'exporter, parce que quand on vend, on peut redistribuer les richesses produites. Sur l'agriculture, ça veut dire 960 exploitations ont bénéficié de l'aide de la région. 960, c'est quand même pas rien. Ce qui est important comme agriculture, ce n'est pas une ruralité au global. Ce qui est important, c'est d'attacher du développement aux territoires ruraux, pas seulement aux exploitations agricoles qui méritent d'être accompagnées en simplifiant les choses, mais également aux territoires. On n'a pas parlé d'emploi associatif. J'aurais aimé qu'on en parle, ce sera pour une autre fois. Mais ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci Enrique. Je rappelle que l'émission était en partenariat avec France Bleu Limousin. Ainsi se termine ce débat. Retrouvez toute l'actualité des élections régionales sur notre site internet. À très bientôt.